professeure très appréciée à l'université d'Auburn, pionnière en médecine vétérinaire et mère dévouée. Le week-end dernier, la docteure Julie Gardcinelli a promené son chien et a été tuée sauvagement. Et alors que la communauté est en deuil, la police affirme avoir un suspect. Voici ce que nous savons. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Nous allons à Auburn, en Alabama. La vétérinaire retraitée de l'université d'Auburn, Dr Julie Gardcinelli, a été retrouvée morte. Elle a été retrouvée morte dans une zone boisée du parc Kissel, samedi 6 septembre. Selon WRBL, elle s'était rendue au parc simplement pour promener son chien. Elle appréciait apparemment cet endroit. 12 les télévisions rapportent que les enquêteurs ont conclu que ses blessures étaient incompatibles avec une agression brutale qui a causé sa mort. Le coroner du comté de Lee a indiqué que les blessures du docteur étaient incompatibles avec un instrument tranchant, évoquant de multiples plaies par arme blanche. Et ceci est important aussi. Apparemment, sa voiture avait également été volée, un Ford F-Cent 50 rouge. Elle avait 59 ans, mère de famille. Elle a enseigné à la faculté de médecine vétérinaire de l'université d'Auburn de 2003 à 2021. Selon le New York Times, elle était spécialisée en reproduction animale, production laitière et embryologie bovine. Selon l'université, la docteure a obtenu son diplôme vétérinaire en 1996. Elle est professeure depuis 2015 et a aussi travaillé pour le département de l'agriculture des États-Unis. Le docteur Alan Riley, ancien d'Auburn et président du programme de l'association médicale vétérinaire du comté de Jefferson, s'est dit choqué. Il précise que la Dr Chinelli a donné un cours de certification à Birmingham le mois dernier et ajoute « Elle s'est déjà adressée à des vétérinaires de tout l'État ». Elle était très connue. L'université d'Auburn a publié un communiqué. Citation Julie Gard. Chanelli, docteur en médecine vétérinaire PhD, était un membre très apprécié de la faculté de médecine vétérinaire et de la famille Auburn. Elle a été membre du corps professoral du département des sciences cliniques dans la section des grands animaux et des animaux de rente de 2003 à 2020 et une année où elle a pris sa retraite en tant que professeure émérite. Éducatrice, mentor et collègue estimée, son engagement envers les étudiants et sa passion pour la théorie, la généalogie et la médecine vétérinaire ont marqué durablement Auburn. L'héritage de compassion, d'érudition et de service du Dr Gardcinelli inspirera encore des générations de vétérinaires. Le service de police d'Auburn dirige l'enquête et toutes les questions doivent leur être adressées. Auburn adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches du Dr Gardcinelli en cette période incroyablement difficile. Destiny Biard et Patterson, ancienne élève et amie, ont dit à Alabama.com qu'elle était incroyable, une vraie force. Elle mesurait à peine plus d'1,57 m, pas vraiment la vétérinaire type pour grands animaux. C'était une force dans ce monde, une lumière tellement vive, une personne vraiment merveilleuse qui va terriblement manquer. Et elle a expliqué que la docteure adorait courir à Kissel Park et qu'elle y emmenait ses chiens avec elle. Et comme je le demande dans tant d'épisodes de Sidebar, qui ferait une chose pareille? Nous passons donc au chapitre suivant, puisque la police a arrêté quelqu'un. Harold Rashad Dabney III, âgé de 28 ans. Il a été inculpé de 2 chefs de meurtre capital. Nous parlons de la possibilité que la peine de mort soit envisagée. Comment l'ont-ils attrapé? C'est intéressant. Apparemment, les forces de l'ordre ont été appelées le lendemain matin, dimanche, au sujet d'une personne suspecte qui se trouvait à environ 3 à 4 miles du parc, vers 8h30. C'est à ce moment-là qu'ils sont intervenus. Maintenant, les informations à ce sujet sont assez limitées. Nous ne savons pas exactement ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ni comment il est apparu, mais les forces de l'ordre auraient observé quelque chose qui leur a permis de dire qu'il était le suspect. C'est lui le tueur. Bien que les autorités semblent croire qu'il a volé sa voiture après le meurtre. Et d'ailleurs, il a aussi été signalé que la voiture a été retrouvée. Ils pensent qu'il a abandonné cette voiture dans un champ de citrouilles. Au fait, son chien avec lequel elle se promenait a été retrouvé, il va bien, il n'a pas été blessé. Les autorités restent très discrètes et donnent peu de détails sur le meurtre présumé, les preuves liant Dabney à l'attaque ou les circonstances de l'arrestation. Il est actuellement détenu sans caution à la prison du comté de Lee, mais je souhaite en discuter.
Au fait, en parlant d'une vidéo comme celle-ci, laissez-moi vous dire que, ici à Sidebar, nous produisons tellement de clips vidéo par jour. Nous utilisons une plateforme appelée Opus Clip. Cela pourrait vraiment vous intéresser car c'est un éditeur intelligence artificielle tout en un qui facilite et accélère le découpage, la création et la mise en ligne de vidéos sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Opus Clip utilise l'intelligence artificielle pour générer des plans de coupe, nettoyer l'audio et recadrer vos vidéos pour toutes les plateformes. C'est très simple à utiliser, je vais vous montrer maintenant. Allez sur opus.1pro sidebar, inscrivez-vous et téléchargez une vidéo. En quelques minutes, vous obtiendrez de nombreux clips montés et prêts à l'emploi. Opus Clips, c'est la solution idéale pour diffuser facilement vos meilleures vidéos sur TikTok, Shorts et Instagram Reels et toucher plus de spectateurs en un clic. Pour évaluer la qualité des vidéos montées par l'intelligence artificielle d'Opus Clip, regardez notre contenu chez Law & Crime. Nos producteurs ont utilisé Opus pour couper et partager nos extraits de procès les plus importants que nous vous livrons très rapidement. Chez Sidebar, nous savons que nos auditeurs ont beaucoup d'opinions et d'idées à partager. Et c'est l'outil le plus puissant qui existe pour vous aider à monter comme un pro et à développer votre propre audience. Alors essayez-le vous-même. Rendez-vous sur opus.pro/sidebar pour créer vos vidéos dès aujourd'hui. Maintenant, je vais aborder ce qui pourrait arriver ici. J'invite Michael P. Henley, avocat de la défense pénale à Birmingham, Alabama. Merci d'avoir pris le temps. Tout d'abord, est-ce que c'est une grande nouvelle là-bas? Parce que ça fait sensation dans tout le pays. C'est vraiment choquant. Beaucoup de gens en parlent-ils? C'est largement couvert par les médias. Dans mon entourage, cela ne suscite pas beaucoup de réactions parce que, franchement, nous voyons ce genre d'accusation de meurtre avec préméditation chaque semaine. Vous voyez des accusations comme celle-ci chaque semaine? Oui, c'est le cas. De plus en plus de nos comtés à travers l'État de l'Alabama poursuivent régulièrement pour des meurtres passibles de la peine capitale. Dans ma ville natale, Birmingham, dans le comté de Jefferson, il y a un procès pour meurtre passible de la peine capitale à chaque session de jury, soit 32 semaines par an. Et parfois, plusieurs juges. Nous avons 6 juges qui s'occupent des procès en première instance dans le comté de Jefferson. Vous pouvez parier qu'au moins un ou deux d'entre eux auront un procès pour meurtre passible de la peine capitale à chaque session de procès. Puis-je poser une question à ce sujet? Donc, pour être clair, vous dites que vous avez des accusés qui sont poursuivis pour meurtre passible de la peine capitale, où la peine de mort est envisagée et proposée. Et si j'ai raison à ce sujet, pourquoi voyez-vous les procureurs agir ainsi? Et s'agit-il d'un arriéré d'affaires concernant la peine de mort? Parce que vous et moi savons tous les deux qu'il peut s'écouler beaucoup de temps entre le moment où quelqu'un est réellement condamné et celui où une peine de mort est effectivement prononcée, par rapport au moment où la personne est réellement exécutée. Je veux dire, commençons par là. Pourquoi voyons-nous ce genre de... Je ne sais même pas quel était le bon mot, ce n'est pas une préférence, mais on voit les procureurs aller de l'avant avec des accusations de meurtre passible de la peine capitale. Donc, ils avancent avec la peine de mort dans chacun de ces cas? À mon avis, beaucoup de bureaux du procureur inculpent à tort des affaires comme des meurtres passibles de la peine capitale, alors qu'elles pourraient techniquement être qualifiées de meurtre criminel ou simplement de meurtre intentionnel. Cela leur donne un certain levier lors des négociations et des procédures judiciaires. Ils savent qu'ils peuvent simplement retirer la peine de mort de la table, ce qui change toute la dynamique d'une affaire. De mes bons? Ami défend cette semaine dans le comté de Jefferson un procès pour double meurtre prémédité. Donc, cela arrive régulièrement et je pense que c'est fait avec une certaine intention. Abordons la situation actuelle. 2 chefs de meurtre avec préméditation sont en cause. Selon WRBL, l'un concerne un meurtre avec préméditation lors d'un enlèvement et l'autre un meurtre avec préméditation lors d'un vol. Les rapports l'indiquent. L'un paraît être un meurtre lors d'un enlèvement, n'est-ce pas, de cette Professeur, je suppose, et l'autre est un meurtre commis peut-être lors de la tentative présumée de voler la voiture. Pourquoi y aurait-il 2 chefs d'accusation ici? Et qu'est-ce que cela dit sur la théorie de l'affaire? Eh bien, je ne pense pas que cela dise quoi que ce soit sur la théorie de l'affaire pour le moment, parce que cela vient juste d'arriver. Le bureau du procureur et les forces de l'ordre locales du comté de Lee enquêtent toujours sur cette affaire. Mais ils savent qu'il y a une dette et ils savent qu'il y avait un véhicule, un pick-up F-150 qui a été pris à la victime.
Et donc, il leur devient facile d'engager des poursuites devant le tribunal de district par le biais d'une plainte pénale. Ce prévenu en particulier est accusé de meurtre avec préméditation lors d'un vol. Ils ont retrouvé le véhicule près de l'endroit où il était. L'enlèvement est quelque peu discutable. Je ne sais pas sur quoi il se base pour ça, mais ce sont des accusations faciles à déposer au départ. Eh bien, est-ce que ça veut dire quelque chose? Je vais un peu m'opposer. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Cela prouve que l'intention était de prendre la voiture? Non. C'est différent si quelqu'un tuait une personne et ensuite prenait la voiture pour s'enfuir. Je ne sais pas s'ils pourraient dire que c'était vraiment un vol. Ça ne leur donne pas une théorie selon laquelle, eh bien, il aurait soi-disant essayé de l'enlever ou soi-disant essayé de prendre la voiture. Peut-être que je me trompe là-dessus, mais cela ne semble-t-il pas indiquer quelle aurait pu être la motivation ou au moins la séquence des événements? Oui, c'est le cas et je ne te contredis pas. Le vol semble avoir beaucoup plus de sens au départ parce qu'ils découvrent que la voiture n'est pas là où elle aurait pu la laisser. Elle est aperçue dans la zone où cette personne est arrêtée. Oui, le vol avec meurtre au premier degré semble logique. Ce que je ne comprends pas, c'est où se trouve l'aspect enlèvement dans tout ça. D'accord. Si elle est dans le parc à chiens en train de promener son chien et qu'il la confronte, l'aborde, la tue, prend ses clés et s'en va. Il se peut simplement qu'il leur soit difficile de faire le lien. Mais il est encore très tôt dans ce processus. Pensez-vous que ce sont les circonstances ici, avec cette professeure très appréciée d'Auburn qui a été tuée dans ce parc, qui poussent les autorités à dire qu'il faut faire un exemple? C'est un crime odieux. Cela justifie aussi, encore une fois, s'ils le souhaitent. Et je crois qu'ils réclament la peine de mort dans cette affaire. Je ne sais pas si cela en dit autant sur les circonstances que sur la nature violente du crime. Oui, il s'agissait d'un professeur ou d'un ancien professeur d'Auburn qui a été tué, mais apparemment, la nature violente de cette infraction laissant le professeur dans le parc à chiens pour être finalement retrouvé par un passant fait partie de ce qui se passe avec ça, je pense. C'est un jeune homme qui, d'après mes recherches, n'a jamais été arrêté pour un crime, encore moins condamné. Il a une infraction routière antérieure. Donc, il n'a pas d'antécédent de comportement violent qui les pousserait à rechercher ce crime et cette punition. Donc, je pense que cela doit avoir un impact sur son statut à Auburn et sur la nature violente de l'infraction. Selon votre expérience, est-il actuellement difficile de trouver un jury qualifié pour la peine de mort? Est-ce difficile de trouver des membres du jury qui disent être ouverts à prononcer la peine de mort? Je pense que c'est tout le contraire. Nous pouvons former des jurys pour chaque affaire capitale. La difficulté pour les avocats de la défense pénale, c'est non pas de qualifier un jury pour la peine de mort, mais de le qualifier pour la vie, de faire comprendre à un jury que la peine de mort n'est pas obligatoire dans une affaire capitale, que la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle est une punition équivalente et qu'elle doit être prise en compte. Donc non, nous n'avons aucun problème à qualifier les jurys. Il est très difficile pour les avocats de la défense de faire notre travail et de leur faire comprendre que la peine de mort n'est pas la seule option. En d'autres termes, en Alabama, ce que vous voyez dans ces procès où la peine de mort est envisagée, c'est qu'une majorité de jurés votent en faveur de l'imposition de la peine de mort. Non, cela dépend de l'endroit où vous êtes. D'accord. Je pense, vous savez, que le comté de Jefferson a une histoire de rendre moins de verdicts de peine de mort dans les affaires de meurtre au premier degré. Et je pense que c'est la nature cosmopolite de notre communauté, le mélange des origines et des nationalités que nous avons. Nous sommes plutôt une grande ville. Lorsque vous allez dans certaines des petites régions, des petits comtés autour de l'État, il y a plus de verdicts de peine de mort. Je pense que c'est dû à la composition rurale et il y a moins d'influence extérieure dans ce genre de région. Quel est le taux d'exécution en Alabama? En d'autres termes, à quelle fréquence cela se produit-il?
Combien de temps après la condamnation peut-on voir quelqu'un être exécuté? Je sais que cela peut être long, avec les appels et requêtes en habeas corpus pour leur libération. Mais quel est, comme vous le savez, le taux réel d'exécution que nous observons? À quelle fréquence cela se produit-il et combien de temps après la condamnation? Nous avons plus de 100 personnes dans le couloir de la mort. L'Alabama n'a pas été très rapide à exécuter les gens. Nous sommes récemment passés de l'injection létale comme principale méthode d'exécution à l'utilisation de l'hypoxie à l'azote, qui est un domaine d'exécution relativement inexploré. Nous avons une autre personne prévue ici, je crois, en octobre ou novembre de cette année. Ce sera, je crois, la 4e exécution par hypoxie à l'azote au cours de l'année écoulée. Donc, nous avons commencé à avoir plus d'exécutions programmées, maintenant que l'hypoxie à l'azote semble être un moyen efficace, du moins efficace pour l'État, d'appliquer cette peine de mort. Nous avons des centaines d'affaires qui sont engagées chaque année dans des affaires de meurtre passibles de la peine capitale. Nous n'avons aucun impact sur la population qui reste dans notre prison, dans le couloir de la mort. Ils l'ont fait, vous savez, il y a quelques années. Ils ont promulgué. La loi sur la justice équitable, je crois que c'était son nom, qui exige les appels criminels et les affaires de peine de mort, et la règle 32, qui est similaire à une requête en habeas corpus, de coïncider en même temps dans le but de permettre à l'État d'accélérer ce processus. Il n'est pas rare que des affaires de peine de mort traînent pendant 15, 20, 25 ans avant qu'une exécution ait lieu. Et donc, c'était leur tentative d'accélérer le processus. C'est relativement nouveau, donc je ne suis pas sûr de la façon dont cela fonctionne. Pourquoi la police, passons à cette affaire plus précisément. Pourquoi la police ne semble-t-elle révéler aucune information sur le meurtre ou l'arrestation? Je viens de le dire, c'est arrivé. Cela fait la une parce que c'est une mort violente. C'est une personne bien connue dans la communauté d'Auburn, mais ils enquêtent toujours sur cette affaire. Ça fait 3 jours, 4 jours aujourd'hui. Je ne sais pas si le jeune homme a eu l'occasion d'être vu par un juge. Quand j'ai vérifié hier, il n'avait pas encore été vu par un juge. Aucun avocat ne l'avait représenté. Donc, c'est vraiment le tout début de la procédure. Et je pense que les forces de l'ordre évitaient délibérément de divulguer beaucoup d'informations lors de la réunion. Mais toi et moi savons tous les deux que parfois, les forces de l'ordre ou les procureurs peuvent faire des annonces ou tenir des conférences de presse dès qu'il y a une arrestation, même avant la mise en accusation. Quel est, sachant le risque de divulguer des informations maintenant, ou cherche-t-il juste à comprendre ce qui s'est passé? Mais ils avaient assez d'éléments pour affirmer, nous pensons qu'il est le suspect. Ils n'ont pas précisé quelles observations des forces de l'ordre permettaient d'affirmer que c'était lui. Pourquoi ne pas révéler cette information maintenant? Y a-t-il un danger? Lequel? Eh bien, j'ai trouvé cela intéressant aussi. Ces actions inconnues qui pourraient le lier à ce crime. Je serais curieux de voir ce que c'est et pourquoi il ne les divulgue pas. C'est intéressant aussi. Peut-être qu'il n'est pas la bonne personne. C'est une possibilité. Ou peut-être qu'il y a plus d'une personne impliquée dans cette affaire et qu'ils essaient de suivre ces pistes. Donc, je pense que c'est un travail de police prudent de ne pas aller là-bas et de divulguer plein de détails s'il reste des questions sur la façon dont cela s'est produit. Cela pourrait aussi relever de l'aspect enlèvement de l'affaire. Oui, et encore une fois, j'ai déjà expliqué ce qui l'a rendu suspect. Ils ont observé quelque chose. De manière générale, d'après votre expérience, qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est peut-être passé? Selon vous, quelles ont été les observations des forces de l'ordre qui ont conduit à son arrestation? Est-ce que cela pourrait être, je veux dire, qu'est-ce que vous pensez qu'il faisait, disait, comment il se comportait, ce qu'il avait sur lui ou la façon dont il apparaissait? Quelles observations ont selon vous mené à son arrestation? Eh bien, je pense que l'observation la plus évidente serait, est-ce qu'il avait du sang sur lui? Nous ne savons pas comment la victime a été tuée, mais est-ce qu'il avait du sang sur lui? Avait-il une arme quelconque dans les mains? Est-il... A-t-il l'air cohérent et de savoir ce qu'il fait?
Est-il en train de parler de ce qui s'est passé? Est-ce qu'il fait des déclarations alors qu'il se tient là, en public? C'est difficile de donner un avis sur ce que pourraient être ses observations. Mais je veux dire, oui, il y a de nombreuses choses. Bon. Au fait, si on vous confiait son dossier d'accord, comment ça se passe? À ceux qui écoutent, demandez-vous à votre client s'il l'a fait quand vous vous asseyez avec lui? Ou dites-vous, racontez-moi ce qui s'est passé, comment se déroule le premier entretien avec un client? Je ne demande jamais à mes clients s'ils l'ont fait. Eux? Non. Mon travail en tant qu'avocat de la défense pénale est de défendre ardemment mon client. Je vais leur demander, racontez-moi ce qui s'est passé. Dites-moi votre version des faits dans cette affaire. Il est important pour moi d'obtenir ce type d'informations de la part de mon client et je veux aussi savoir qui vous êtes. Je veux une biographie. Je veux en savoir plus sur vous. Et ensuite, nous verrons ce que l'État de l'Alabama dit être les faits. Et à ce moment-là, nous pourrons commencer à avoir des conversations significatives avec le client sur, d'accord, voici ce qu'ils disent. Aviez-vous un téléphone portable avec vous? Ont-ils saisi votre téléphone portable? Est-ce qu'il va y avoir une sorte d'extraction de données sur votre téléphone portable qui va fournir des informations supplémentaires aux forces de l'ordre? Parlez-moi de cela. Que verront-ils en regardant votre téléphone? Je suis donc plus intéressé à entendre la version des faits de mon client et les pièges potentiels que nous pourrions rencontrer au fur et à mesure que nous commençons à traiter l'affaire. Savez-vous pourquoi je vous ai posé cette question? J'étais justement à CrimeCon à Denver le week-end dernier. On m'a demandé plusieurs fois, que se passe-t-il si vous représentez quelqu'un et qu'il vous dit « c'est moi qui l'ai fait ». J'ai commis ce meurtre, mais je veux que vous m'innocentiez. Que faites-vous dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'un avocat de la défense fait dans cette situation? Quelles sont ses obligations? Beaucoup m'ont posé la question, je vous la transmets. Comme je l'ai dit précédemment, mon obligation envers mes clients est de les représenter avec zèle, de les défendre avec vigueur, et cela s'applique qu'ils soient coupables ou non. Vous commencez à construire le dossier. Vous travaillez? L'affaire, vous travaillez sur les faits. Vous forcez l'État de l'Alabama dans ma juridiction ou le bureau du procureur des États-Unis à prouver leur affaire. Il ne s'agit pas de savoir si votre client est coupable ou non. Le gouvernement, l'État, peuvent-ils prouver cette culpabilité? Et c'est pour cela que nous avons des procès avec jury. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que l'accusation a une charge de la preuve et que c'est le travail d'un avocat de la défense de tenir l'accusation à cette charge. Et chaque accusé, qu'il le soit ou non, il a un droit constitutionnel. Je ne me préoccupe pas de savoir si mon client est réellement coupable ou non. Ce n'est pas ma responsabilité. La mienne, c'est de le défendre et de forcer l'État à faire son travail. Et c'est pour ça qu'on a des procès. Que pensez-vous qu'il se passe en ce moment en coulisses? Pensez-vous qu'ils les ont interrogés, qu'ils l'ont interrogé? Enquête-t-il sur sa vie? Que pensez-vous qu'il se passe actuellement? Je pense qu'ils ont essayé de lui parler. S'il était intelligent, il demanderait un avocat. Je ne peux pas dire que ça arrive toujours avec mes clients. Ont-ils suivi cette procédure correctement? L'ont-ils informé de ses droits? Lui ont-ils dit qu'il avait droit à un avocat et ainsi de suite? Je pense qu'ils cherchent aussi d'autres sources d'informations corroborantes. Y a-t-il des caméras de surveillance dans cette zone et autour? Peuvent-ils utiliser le système de caméra FLOC pour suivre le trajet de la victime jusqu'au parc? Quand est-elle arrivée? Combien de temps est-elle restée? Y a-t-il autre chose? Des preuves qu'ils peuvent vérifier sur place? Y a-t-il des personnes qui ont potentiellement vu une interaction entre l'accusé et la victime? Les forces de l'ordre cherchent sûrement à obtenir divers éléments, comme les relevés téléphoniques, notamment s'ils possédaient un portable. Donc, oui, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses pour essayer de confirmer ce qu'ils pensent réellement se passer ici. Et sinon, comment cela change le cours de leur enquête? Selon Action 8 News, M. Damnay pourrait avoir un casier judiciaire ici, ayant été inculpé en décembre 2023 pour possession d'un fusil à canon scié.
Donc non seulement c'est un crime, mais c'est aussi un délit grave. C'est un crime puni de prison pour notre public. Cela s'est passé à Virginia Beach. Cependant, apparemment, les procureurs n'ont pas donné suite à l'accusation de crime. Ils l'ont poursuivi pour port d'armes, ivresse publique et intrusion, et il a été reconnu coupable. Michael, premièrement, pourquoi abandonner une accusation de crime? Et deuxièmement, est-ce que tout cela va avoir un impact sur son affaire actuelle? Il est difficile de dire pourquoi le procureur de Virginie a choisi de négocier un accord de plaidoyer pour éviter cette accusation de crime. Il pourrait y avoir plusieurs raisons, mais je ne peux pas spéculer là-dessus. Est-ce que cela aura un impact sur son affaire ici? Oui, il va demander une libération sous caution à un moment donné. Pour l'instant, il n'a pas de caution. Une fois qu'un avocat lui sera assigné ou qu'un avocat sera engagé par sa famille, il voudra demander au tribunal de lui accorder une caution. Le bureau du procureur évoquera sûrement aussi ce point. Comme circonstance aggravante, comme raison pour laquelle il est considéré comme dangereux et ne devrait pas être libéré. Et donc, oui, cela va avoir une influence sur les prochaines questions de caution dans cette affaire. Est-ce que cela va avoir de l'importance? Laissez-moi vous poser la question. Apparemment, au début, la police d'Auburn a dit que Dabney venait de Montgomery. Les documents d'arrestation révèlent apparemment qu'il habite à Auburn. Le chef adjoint Mike Harris a indiqué que la police avait discuté avec Dabney d'une accusation mineure d'obstruction pour avoir refusé de donner son adresse. Mais ensuite, il finit par donner l'adresse d'Auburn. Le chef Harris affirme « Nous enquêtons activement et cherchons tout lien avec des adresses à Auburn ». L'adresse de Dunford figurait sur le mandat car c'était la dernière qu'il avait fournie. Mais son permis indique Montgomery. Cela a-t-il une importance particulière? Je ne pense pas. Son adresse personnelle n'a aucun lien avec les accusations. Qu'il vienne de Montgomery et qu'il soit allé à Auburn ou qu'il soit originaire du comté de Lee et qu'il se soit simplement trouvé dans la région, cela ne changera pas. Ces accusations criminelles peuvent maintenant poser des questions sur la caution. Où habitez-vous réellement? Existe-t-il un lieu pour associer une adresse? À un moment, la famille dira « Nous voulons qu'il parte ». S'il sort, il vivra soit avec moi à cette adresse, soit retournera chez lui, qui peut être une adresse différente. À long terme, cela n'a pas d'impact sur les accusations criminelles, mais peut en avoir sur la caution. Maintenant, laissez-moi juste dire ceci. Oui, nous avons parlé un peu de la logistique juridique de ce qui se passe avec l'enquête. C'est une discussion intéressante. Pour revenir à l'essentiel, c'est un crime vraiment terrible. Je veux dire, mon Dieu, ce professeur d'Auburn qui était très apprécié, être tué de cette manière, c'est vraiment, vraiment tragique et difficile à accepter un instant. Je souhaite revenir à elle. Nos pensées vont à sa famille, ses proches et la communauté. Nous continuerons à suivre l'affaire. Merci beaucoup, Michael Hanley, pour votre temps. Je vous suis reconnaissant. Merci et ravi de vous revoir. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou ailleurs. Suivez-moi sur X ou Instagram, je suis Jesse Weber. À bientôt